Nous sommes le 6 juin 2018. Il y a 74 ans, jour pour jour, à quelques encablures des côtes normandes, des centaines de milliers de soldats attendaient dans les chalands de débarquement. Une partie d'entre eux a traversé l'Atlantique. Ils sont à des milliers de kilomètres de chez eux. Ils participent à une guerre qui semble les concerner de bien loin. Pensez juste un instant à eux, entassés dans leur embarcation, la porte blindée en face d'eux, encore fermée. Tant que cette porte est fermée, ils font partie d'un déploiement stratégique. Ils sont une part de la politique au sens large. Mais à un moment, il faut bien que cette porte s'ouvre. Et là, il n'y a plus de politique. Il n'y a plus de diplomatie, de stratégie ou de conflit au sens abstrait. Il n'y a que la guerre. Il n'y a que le combat. Il n'y a que les balles ennemies, les bombes, les barbelés, les ordres aboyés, les camarades qui tombent un à un. Il n'y a que l'avancée fatidique, la peur au ventre et la rage au cœur. Donc, cette porte de chaland qui tombe, c'est notre delta T, notre tout petit instant de flottement où la politique devient la guerre. Alors, imaginez-le, notre petit Jay dans son bateau. Qu'aurait-il pensé s'il avait vu à ce moment Georges Clémenceau, revu d'entre les morts, lui dire à ce moment « Rentre chez toi, petit. La guerre, c'est une chose trop grave pour être laissée aux militaires. » Alors, je sais, cette phrase dans ce contexte peut faire sourire, c'est vrai. Mais pour continuer dans ce qui fait sourire, si nous regardons cette phrase aujourd'hui, en 2018, en France, qu'est-ce que l'État français a fait de cette citation 130 ans après qu'elle a été prononcée? Eh bien, il en a fait un décret en 2013, un joli petit décret dans lequel on peut lire que le chef d'état-major des armées, le CEMA, est un, je cite, conseiller militaire. L'armée française a donc pour chef deux énarques, un trop jeune pour avoir pu faire un service militaire et l'autre assez courageuse pour avoir été à la direction de la SNCF. Et ils sont conseillés par un général d'armée à qui il ne semble manquer que le Vietnam dans son CV pour finir de ressembler à Rambo. Donc, monsieur le conseiller militaire suprême, mesdames et messieurs les conseillers militaires subordonnés, je vous l'affirme, la guerre est une chose apparemment trop grave pour vous être confiée, puisque vous avez été relégués au rang de simples consultants. Que vous le vouliez ou non, demain, ce sont les hipsters écolos de HEC ou de la Sorbonne qui prendront les rênes de l'armée française, alors que nous, pauvres militaires, n'aurons pour plus grande ambition que d'être peut-être un jour conseillers militaires à 5 étoiles, le poste ultime. Alors, juste avant que dans un élan excessif, je ne laisse et ma casquette et mes galons à mes camarades de Sciences Po, entendons-nous bien sur la nuance entre planifier la guerre, stratégiquement parlant, et conduire la guerre sur le terrain. Reprenons notre petit GI du début. Quelle aurait été sa perception de la bascule politique-guerre pendant la Première Guerre mondiale, par exemple? C'est relativement simple. Ordre politique, aller casser du teuton. Exécution militaire, on met la baïonnette dans l'œil des chleux, on rampe dans les tranchées, on se cache dans la boue, on mange des rats morts, le paradis du Saint-Cyrien, il me semble. Et finalement, ça a toujours été pareil, dans tous les conflits, aussi simple qu'une porte de chaland qui tombe. Mais depuis les années 50, cette séparation guerre politique a pris un sacré coup de flou. Un exemple très parlant se trouve à la fin du Professionnel avec Belmondo. Rappelez-vous l'ordre du ministre aux militaires. Je vous donne l'ordre de le stopper. Voilà, c'est tout. Débrouille-toi avec ça, mon grand. Et 40 ans plus tard, les choses n'ont pas changé. On me demandera bientôt, dans 2 ans, de visiter un bâtiment suspect en vue d'un soutien tacite aux pays alliés sans toutefois engager l'intégrité physique de l'équipage pour éviter des représailles sur la population. Autant d'ordres qui me feront me poser la question, mon fort intérieur, comme dans le professionnel, mais bordel de merde, qu'est-ce que je fais? Mais finalement, si cette frontière a tant changé, n'est-ce pas parce que la guerre elle-même a changé? N'a-t-elle pas été révisée de fond en comble depuis les années 50? Sa grammaire n'a-t-elle pas été réécrite par les évolutions du monde, par la politique, par les médias? Tenez, intéressons-nous à ça. Les médias. Aujourd'hui, à un checkpoint, ce n'est presque plus possible de tirer une balle en l'air pour disperser la foule. N'importe qui peut filmer la scène, et 2 minutes après, sur YouTube, entre 2 tutos maquillage, vous tombez sur une vidéo intitulée « L'armée française tire sur la foule en Syrie ».
Fin de la mission, repli des troupes, on rentre à la maison. Tout ça pour une pauvre balle tirée en l'air et un iPhone. Vous pensez vraiment qu'en 14-18, il y avait BFM TV dans les tranchées pour faire un reportage sur la vie des soldats? Que des caméras filmaient Charles Martel tabasser des sarrasins à Poitiers? Que l'amiral de Grasse, dans la belle de Chesapeake, prenait des selfies avec en toile de fond les navires anglais en train de couler? Et pourtant, aujourd'hui, tous les journaux ont un envoyé spécial dans les zones de crise. La moindre bévue d'un militaire peut se retrouver en ligne, et la ministre des Armées françaises peut tweeter la vidéo d'un tir de missile depuis une frégate à peine 2 heures après qu'il a eu lieu. L'incroyable évolution des médias et la complexification des relations internationales ont fait fusionner la guerre et la politique. Clausewitz disait en son temps que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Nous pourrions aujourd'hui dire que la guerre est la politique, par tous les moyens. Finalement, il semblerait bien que ce qu'était une pique adressée à un général belliqueux soit devenu une évidence. À cause de l'hydre politique est devenue la guerre, la boutade de Clémenceau s'est changée en vérité générale. Ainsi donc, chers politiques, c'est avec un grand plaisir que nous, militaires, vous remettons l'entière responsabilité de déclencher les guerres. Pour notre part, nous nous efforcerons, modestement, de ramener la paix, autant de fois qu'il le faudra. L'aspirant Quentin Billy de l'école navale. Alors, ce qui est bien, c'est que dans le jury, tu as évidemment des généraux, des militaires et des politiques. Ça tombe bien. Donc, ils vont peut-être maintenant te poser quelques questions. Ah ben non, ben on commence, voilà, par le monde civil. Très bien. On y va. Merci. D'une certaine façon, vous avez un petit peu répondu à la question que je posais tout au début, parce que vous n'évitez pas le thème de la force. Vous venez de dire que la guerre elle-même a changé. Est-ce que ça n'est pas le rapport entre, je vous donnerai mes sources après bien sûr, l'équilibre entre notre société sédentaire et des réserves de sauvagerie, peut-être sur nos marges. Est-ce que ça n'est pas cet équilibre qui a changé? Question de Sophie Macario, présidente du musée Guimet. Très bien. Peut-être que pour répondre à votre question, je vais répondre à celle-ci. Vous me direz si je suis dans la réponse que vous attendez. Peut-être que depuis les années 50, l'Europe, en tout cas la France, a perdu cette idée de conflit de masse, d'armée contre armée. À l'époque où il suffisait de dire en armée, allez hop, défoncez-les, et le reste était laissé aux militaires. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, il n'y a plus du tout cette guerre, enfin, c'est beaucoup plus flou, de guerre entre les États. On est sur un vocabulaire médical, on intervient de façon chirurgicale, on fait des frappes chirurgicales. C'est ça qui, pour moi, a changé la face de la guerre. J'espère vous répondre à votre question. Une question complémentaire. Je me permettrai ensuite de vous offrir une lecture. Très bien. Un grand théoricien de la violence, Ibn Khaldoun, un très grand auteur de la deuxième moitié du XIVe siècle. Plaisir. Madame la ministre, Florence Parly, une question à Quentin Billy. Une remarque, la politique, c'est souvent la guerre. Ça, c'est une remarque. La question, qu'est-ce que vous pensez de cette idée selon laquelle on peut faire la guerre au terrorisme? Quand vous parlez de faire la guerre au terrorisme, c'est une guerre du coup qui va être et militaire et dans les esprits. On va avoir la guerre militaire, l'intervention, le porte-avions par exemple, que ça va être en Syrie, en Irak. Donc là on a vraiment une dimension militaire à laquelle les gens vont penser en premier. Sûrement aussi ensuite une dimension politique en France, comment la France va elle-même gérer les cas qu'il puisse y avoir par rapport au terrorisme, et d'un point de vue qui n'est là pas du tout guerrier, qui est par rapport à l'endoctrinement, qui est par rapport au recrutement de Daesh ou autre. Donc est-ce que c'est à ça que vous faisiez allusion? Cette guerre qui, pour presque la première fois, est tout autant politique que militaire, que guerrière en tout cas. Alors, elle est où la porte du Chalon? Pardon? Elle est où la porte du Chalon? La porte du Chalon, elle est devenue virtuelle maintenant, elle est quantique la porte du Chalon, elle est ouverte et fermée à la fois. Pas mal. Le général François Lecointre, chef d'état-major des armées. J'avais une autre version de cette citation de Clémenceau. La guerre est une chose trop sérieuse pour être laissée aux seuls militaires.
Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire évidemment le contexte dans lequel il a prononcé cette citation. C'est en général, il me semble, en réponse au général Boulanger, qui était prêt à aller attaquer l'Allemagne, disons, un peu avant ce qui était prévu. Et donc, ce qu'il voulait réaffirmer par seul militaire, c'est qu'évidemment, le pouvoir militaire devait être subordonné, ou en tout cas, au moins aller de pair avec le pouvoir politique, parce qu'une nation qui est seulement militaire, bah, c'est l'Allemagne nazie, c'est l'Italie fasciste, c'est cette société qui met le militaire comme dirigeant, qui n'est pas spécialement ce qui me plaît le plus, personnellement, ensuite. Une question pour le général André Lanata. Vous avez parlé d'une porte de chaland quantique. Oui. Vous allez vous aspirez à servir sur des systèmes d'armes compliqués. Ça signifie qu'il faut confier la guerre aux ordinateurs? On est entre guillemets en train de le faire. En tout cas, l'armée, assez logiquement, n'a jamais été aussi technologique que maintenant. La formation à l'école navale est là pour nous le rappeler. Et donc on a besoin des ordinateurs parce que qu'on a besoin de ces outils de combat formidables. Évidemment, ensuite ça amène la question, par exemple, on en parle parce que vous représentez cette arme aujourd'hui, la question des drones. Est-ce qu'on automatise les drones? Est-ce qu'on les pilote encore nous-mêmes? C'est des questions plus d'éthique, je pense. Savoir comment on veut mener la guerre, est-ce qu'on veut l'automatiser, à quel point l'humain reste encore présent dans cette dimension. Allez, la dernière question. Bertrand? Non mais je vous vois piaffer d'impatience, Bertrand. Vous avez parlé des médias, d'où une question plus légère. Est-ce que vous considérez que Koh-Lanta est une chose trop grave pour être laissée à Denis Brognard? Je savais qu'il fallait pas vous donner la parole pour terminer. Encore une fois, c'est pas à moi de répondre à la question, c'est les faits qui parlent. Il est ici et pas sur une île, du coup, je pense que la décision a été prise pour lui, malheureusement. L'aspirant Quentin Billy.